Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Dans cette session, on va vous apprendre à créer un cluster AKS directement depuis le portail Azure. Et j'ai le plaisir de faire cette session avec Mathieu. Bonjour Florent. Donc, en effet, avec Florent, on a le plaisir de démarrer une session, en tout cas une liste de sessions qu'on va faire autour d'AKS et de comment est-ce qu'on intègre AKS autour d'Azure. Donc, n'hésitez pas, si jamais ce format vous intéresse, à nous dire dans les commentaires quel type de sujet vous souhaiterez qu'on aborde par la suite. Ben Mathieu, je te propose de commencer tout de suite la session. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va tout de suite aller sur le portail Azure. Donc, on s'est connecté ici sur le portail Azure et on vient dans la section créer une nouvelle ressource. On tape dans la barre de recherche Azure Kubernetes Services et on sélectionne le service Azure donc, qui s'appelle Kubernetes Services pour accéder à l'assistant de création graphique qui est maintenant assez complet. On va voir qu'on a quand même beaucoup d'options maintenant disponibles directement dans l'interface. Donc ici tout simplement on vient créer sur le bouton bleu Create et on va accéder à donc l'assistant de création d'un cluster Kubernetes avec les premières étapes à remplir. Donc, bien entendu, on va renseigner ici le nom de l'abonnement dans lequel on va déployer les ressources. On va créer un ressource groupe pour héberger les différents composants techniques du cluster. Donc, dans notre cas, on va le nommer RGAKS Tuto. On a été très inspiré ici sur le nom. On va donner un nom également au cluster, donc un nom de cluster pour l'objet cluster Kubernetes. On va choisir bien entendu la région Azure dans laquelle on souhaite déployer le cluster, et en l'occurrence ici on fait un déploiement sur la région Europe du Nord. Et ensuite on va commencer à entrer les paramètres qui sont relativement importants et structurants pour la création d'un cluster Kubernetes, puisqu'on va déjà choisir le fait de déployer les nœuds AKS, donc les workers qui vont exécuter les pods en mode Availability Zone. Alors les zones de disponibilité, elles vont avoir notamment un avantage, c'est évidemment au niveau des SLA, des engagements de service, puisque le fait de déployer les nœuds AKS en mode Availability Zone, sur au moins deux Availability Zones, nous permet de récupérer en fait un SLA de 4.9, donc 99 et 99. Donc ça, c'est assez important. Je profite d'être sur le sujet des SLA pour rappeler qu'on peut maintenant aussi avoir un SLA au niveau des nœuds master, donc notamment pour les serveurs d'API Kubernetes. Par défaut, on propose simplement un SLO qui est de 99.5. Et si vous souhaitez rajouter une partie SLA qui soit à minima donc de 99,9 avec le fait d'avoir un engagement éventuellement financier backé par ce SLA en cas d'éventuelle indisponibilité. C'est une option qu'il faut activer par la suite en mode ligne de commande. On aura l'occasion de voir ça ultérieurement. Donc voilà déjà pour cette partie zone de disponibilité. Puis ensuite, on choisit ici une version de Kubernetes. Donc ici, on a accès aux différentes versions qui sont supportées sur AKS. Donc là, il y a toute une matrice de versions supportées avec les possibilités d'upgrade entre versions qui est disponible sur la documentation. Et la règle générale, c'est que les fenêtres de supportabilité pour Kubernetes sur AKS et qu'on va prendre en charge les N-2 versions disponibles par rapport à la version actuelle. Voilà. Globalement, c'est le principe. Donc nous, en l'occurrence, on va partir sur la toute dernière version. Et puis maintenant, une fois qu'on a choisi notre version, on va pouvoir avancer sur le choix directement de Du la type de taille des nœud. nœuds. Voilà, si tu veux en parler Ouais, un petit peu, Mathieu. complètement. C'est une question qu'on a beaucoup, sur laquelle on nous pose la question de se dire quel type de nœud au mieux choisir par rapport au cluster Kubernetes qu'on va créer. Et en fait, ce qui va se poser comme question, c'est quel type de workload vous allez faire tourner sur ces clusters Kubernetes. C'est vrai que initialement, lorsque nos clients souhaitent démarrer autour de Kubernetes, ils ont plutôt cette idée ou cette vision de se dire que on va avoir un super cluster, un peu comme on pouvait avoir l'habitude d'avoir des super clusters de virtualisation sur VMware ou Hyper-V, sur lequel on va héberger l'ensemble de nos ressources.
En revanche, ce qu'on sait sur Kubernetes, c'est que tu l'as dû et tu l'as montré, on a énormément de versions différentes qui sont supportées parce que Kubernetes avance à un rythme de versionning assez rapide. Et donc, du coup, il faut composer avec la mise à jour continue de ce cluster. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on met à jour un cluster, on peut avoir des problèmes d'incompatibilité entre les templates de déploiement qu'on a créés pour une version de données et la mise à jour vers un nouveau cluster. Ce qui veut dire que lorsqu'on va mettre à jour un cluster, il va falloir qu'on vérifie notamment l'ensemble des templates de déploiement, que ce soit les pods, les services, les ingress, etc., l'ensemble des composants Kubernetes pour s'assurer qu'on n'a pas d'incompatibilité avec les nouvelles versions. Et lorsqu'on est du coup sur des scénarios de production où on a une application sur laquelle on a un fort impact métier, si on souhaite mettre à jour cette application, en tout cas si on a besoin d'une coupure, et ben, généralement on va avoir tendance à se dire je reste sur ma version Kubernetes jusqu'à une période de fenêtre de maintenance qui me sera définie par mon business et qui va me permettre de pouvoir éventuellement couper ma production pour pouvoir mettre à jour mes environnements. Donc, du coup, si jamais on garde cette idée de méga cluster, on va forcément être lié par l'impact de l'application la plus critique sur laquelle qu'on devra mettre à jour. Et donc, ce qu'on se rend compte à l'usage, c'est que on part plutôt sur des tailles de clusters plus restreintes et plus spécialisées en fonction du workload qu'on a. Et donc, c'est là tout l'intérêt de pouvoir choisir le type de SKU, le type de machine virtuelle, le type de ressources qu'on va mettre à disposition sur les worker nodes Kubernetes, parce que du coup, on va pouvoir avoir quelque chose qui va être spécifique par rapport à notre application. Si jamais demain on a des besoins GPU ou si jamais on a des besoins spécifiques, plus par exemple avec un ratio plus important en termes de nombre de vCPU versus de RAM, et ben c'est quelque chose qu'on va pouvoir choisir à travers cet assistant et du coup se retrouver avec des clusters de taille plus petite, mais avec de l'infrastructure qui va être plus spécialisée vis-à-vis des workloads qu'on va faire tourner. Ok, bah écoute, c'est super clair. Bah, merci pour cette précision. Donc, dans notre contexte, ici, nous, on va partir sur des nœuds D2 SV3, Générique. voilà, Hmm. générique. On va partir sur au moins 3 nœuds, hein, c'est recommandé effectivement pour les scénarios minimum de production, pour les questions de résilience évidemment. Ensuite, donc une fois qu'on a choisi ces options, on va pouvoir passer ici à la création de node pool. Donc par défaut, on va se retrouver avec un node pool qui va donc fonctionner sur des OS donc Linux, hein, par défaut. C'est un node pool qui est dit système puisqu'on va avoir un certain nombre on va dire de services clés pour Kubernetes qui vont fonctionner en fait sur ces pools de nœuds système. Donc c'est notamment des pods système critiques comme le Core DNS, Metric Server qui vont être instanciés sur ces node pools en système. Par la suite, on pourra rajouter d'autres node pools au niveau du cluster, notamment par exemple si on souhaitait prendre en charge des environnements Windows Server, hein, pour exécuter des conteneurs Windows. Ici, on a une option qu'on n'utilise pas qui permettrait de faire du burst, donc c'est-à-dire aller utiliser par exemple des conteneurs qui seraient créés sur un Azure Container Instance, donc sur de l'ACI pour des besoins éventuellement ponctuels de bursting, avec des conteneurs alloués et détruits de manière assez agile. Et enfin, en bas, on voit qu'on a une option qui est automatiquement cochée, qui est le fait que notre cluster AKS va être déployé dans un mode, ce qu'on appelle VM Scale Set. Alors c'est automatiquement coché parce que on a choisi d'utiliser en fait un déploiement basé sur des zones de disponibilité. Et donc quand on est dans un déploiement en mode AZ, on est forcément sur un déploiement en VM Scale Set, ce qui est le mode de déploiement de toute façon aujourd'hui plutôt privilégié pour des questions d'autoscaling notamment. Ouais, si tu permets juste de compléter sur la partie ACI, parce que ce que je disais était très vrai, les scénarios de bursting, etc. Juste en termes d'offres sur Azure, en termes de conteneurs, on va dire qu'on va avoir deux grandes offres, Kubernetes d'un côté et ACI de l'autre. Kubernetes vous donne vraiment la flexibilité que peut avoir, enfin, que propose Kubernetes, sur lequel on va avoir une capacité de management, mais en même temps, du coup, une administration qui va être un peu plus importante.
que ce qu'on peut retrouver sur ACI, où là, c'est plus une capacité de pouvoir exécuter des conteneurs à la volée sans avoir besoin de gérer l'infrastructure qui est en dessous. Et donc, c'est pour ça, comme tu l'as dit, que c'est un très bon scénario le bursting, parce que ça nous permet de se dire, si à un moment donné, notre cluster Kubernetes est plein et qu'on peut plus ajouter de nœuds pour une raison quelconque, en tout cas, la complexité d'ajouter des nœuds serait pas intéressante par rapport aux besoins qu'on a, on peut venir intégrer finalement cette fonctionnalité ACI dans Kubernetes pour pouvoir bénéficier de la flexibilité de pouvoir lancer des conteneurs supplémentaires à un instant T. Bah, écoute, super, t'as raison, c'était un très bon complément. Donc une fois que ça est réglé, on va passer sur la partie authentification qui est également un point très important dans la gestion donc, d'un environnement AKS, puisque on va régler la manière dont le service AKS va s'authentifier auprès notamment évidemment des ressources qui peuvent être attachées au cluster, puisqu'un cluster AKS peut être amené évidemment à manipuler des ressources dans Azure. Et ici, on a deux choix. Le premier, c'est l'utilisation d'identités managées. Donc, ce sont des identités en fait créées, gérées par la plateforme Azure, qui permettent d'authentifier, on va dire, de façon assez transparente et native le cluster auprès des services Azure sur lesquels on peut adosser notre cluster. Donc, quand il y a besoin de travailler, par exemple, avec une conteneur registry ou quand il y a besoin de créer des ressources type load balancer, c'est cette identité en fait qui va être utilisée. On a une autre méthode qui était la méthode aussi plutôt, on va dire historique, qui permet de préciser un service principal qui aura les droits, en tout cas où on va déléguer des permissions sur différents scopes de l'environnement Azure. Alors ça peut toujours être important d'utiliser un SPN puisque aujourd'hui tous les services Azure ne supportent pas forcément encore les identités managées, bien que ça a quand même beaucoup évolué et que maintenant la plupart des services prennent en charge les identités managées. Donc dans notre cas ici, on va utiliser cette authentification à base de services managés, à base d'identités managées. Et ensuite, on va régler la manière dont on va gérer les accès à l'intérieur du cluster Kubernetes. Donc par défaut, on active le mode airbag du cluster Kubernetes. Donc c'est le airbag, pas de Azure, mais vraiment le airbag au sens Kubernetes qui permet de gérer les accès, les permissions fines à l'intérieur du cluster. Et chose intéressante, c'est qu'on peut directement maintenant activer la gestion des identités et l'intégration du cluster AKS avec l'Azure Active Directory. Donc ce qui nous permet d'aller choisir des groupes ou des comptes utilisateurs qui vont être directement sourcés dans l'Azure AD et puis pouvoir directement leur attribuer des permissions et des rôles au sein du cluster. Donc c'est pour ça qu'on active l'option et qu'on est allé par défaut préciser le groupe Azure AD qui sera admin du cluster AKS pour pouvoir évidemment venir se connecter dessus la première fois. Et en termes de niveau de chiffrement hein, pour les disques système d'exploitation, on va rester sur les clés managées par la plateforme Azure pour démarrer. On passe à la partie réseau, Mathieu? Ouais, tout à fait. Alors en termes de réseau, on a aussi beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que Kubernetes vient nativement avec son propre système réseau, en tout cas sa propre configuration réseau, qui s'appelle Kubnet. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver sur l'ensemble des installations Kubernetes, que ce soit chez Azure ou que ce soit chez d'autres cloud providers, que ce soit chez GCP, chez AWS, etc. Donc c'est quelque part Kubenet est une manière commune de pouvoir gérer le réseau entre clusters Kubernetes. À l'inverse, CNI est l'implémentation du réseau de Microsoft avec le réseau qu'on va retrouver dans Azure, donc plus globalement. La principale différence qu'on va retrouver entre les deux, c'est que du coup, le réseau Kubenet reste propre à Kubernetes et reste interne à Kubernetes, là où la partie CNI va s'intégrer avec ce qu'on appelle un réseau virtuel, un virtual network au niveau d'Azure, et le cluster AKS aura la gestion d'un des subnets de ce réseau virtuel. Ce qui veut dire que c'est le cluster AKS en lui-même qui va pouvoir assigner au pod des adresses IP qui seront sur un VNet. Et donc la principale différence entre les deux, c'est que on va pouvoir être en mesure d'avoir une IP propre à chaque
pod qui puisse aller communiquer sur le réseau et sur lequel on peut du coup appliquer les systèmes de filtrage qu'on a l'habitude de voir. Donc la question, c'est vrai, se pose au début de se dire, bah, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit plutôt du Kubernetes ou est-ce qu'on choisit plutôt du CNI? Et c'est vrai que quand on dit bah, CNI est un peu mieux intégré avec les Virtual Network Azure, on va avoir tendance à plutôt se diriger vers du CNI aujourd'hui. Sauf que dans l'idée, il faut garder en tête du coup que dans du CNI, chaque pod se retrouve assigné avec une adresse IP. Et donc, du coup, si jamais dans notre scénario, on a des pods qui sont en très grande quantité et qui communiquent uniquement en système interne, c'est-à-dire que uniquement, par exemple, en travaillant entre pods et qui n'ont pas besoin d'aller chercher de ressources extérieures, et ben typiquement, si on utilise CNI, on va devoir se retrouver à allouer au niveau de notre plan d'adressage réseau une grande plage d'adresses IP pour Kubernetes, alors qu'on n'en a pas spécifiquement besoin. Donc il y a une vraie question à se poser au début, de se dire est-ce que je souhaite intégrer, est-ce que je souhaite que mes conteneurs puissent aller communiquer, aller chercher de l'information sur mes services Azure, et est-ce que j'ai besoin d'avoir une IP pour ce pod, ou est-ce que je peux me suffire avec le fait que bah, le pod, dans le cas du Kubernetes, utilisera l'adresse IP de mon host pour aller communiquer sur les services Azure. Donc il y a vraiment cette question de se dire quel niveau d'intégration on souhaite au niveau Kubernetes, et si on souhaite partir sur CNI, on a souvent cette question qui nous est posée de nos clients de quel réseau spécifier en tant que réseau pour le bridge, l'adaptateur Docker. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à Docker. C'est pas propre, quelque chose qui est propre à Kubernetes, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un réseau un pont réseau qui est défini par Docker lors de l'installation de Docker et qui permet notamment dans le cadre de Kubernetes de pouvoir avoir des scénarios de construction de build de conteneurs au sein du cluster. Alors, généralement, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que les conteneurs et les images sont plutôt créés en amont du cluster via des pipelines CI/CD ou via des environnements de développement de nos clients. Et du coup, se pose la question de dire quel réseau assigner à cette adresse bridge. Excuse-moi. Euh, donc du coup, souvent, au début, le réseau qui est assigné par défaut est un réseau /16 sur Docker, ce qui peut de suite avoir un lourd impact sur notre plage d'adressage réseau. C'est pas quelque chose qui est nécessaire pour Kubernetes de fonctionner, puisqu'on l'a dit, c'est utilisé uniquement dans un scénario qui est propre à de la création de conteneurs de Docker. Et donc souvent, il sera plutôt intéressant de revoir cette plage d'adresse IP pour la restreindre si jamais on n'utilise pas ce scénario de construction de conteneurs sur Kubernetes et limiter l'impact que ça aura sur votre plan d'adressage réseau. Parce que si on part du principe que ce réseau est assigné sur chacun de nos clusters Kubernetes, ça veut dire que à chaque fois qu'on va instancier un cluster, il va falloir qu'on fasse attention à ce pont réseau-là. Et donc le dernier point qu'on voulait voir après ensemble, c'était notamment les network policy, donc les stratégies de limitation des flux réseau au sein des clusters Kubernetes. Aujourd'hui, on propose deux possibilités, soit Calico, soit Azure. Alors Calico est un produit qu'on va pouvoir retrouver sur plusieurs implémentations Kubernetes, hein, que ce soit dans AKS, que ce soit dans GCP, que ce soit dans AWS. Donc ça va plutôt être une option que vous allez vouloir choisir si vous souhaitez manager des clusters sur différents providers et utiliser les mêmes templates de déploiement entre providers. À l'inverse, les Network Policy Azure permettent encore une fois, un peu comme la partie CNI, une meilleure intégration avec les systèmes de filtrage Azure. Et donc, si jamais vous souhaitez utiliser de la même manière les NSG ou ces mécanismes de filtrage qu'on peut retrouver autour d'Azure directement dans Kubernetes, vous allez plutôt vouloir privilégier la partie Azure. Donc, encore une fois, un choix en fonction de ce qu'on souhaite faire. On n'a pas souhaité, autour de cette petite vidéo, trop s'arrêter sur la partie cluster privé ou l'add-on de load balancing HTTP par défaut de Kubernetes, parce que sont plutôt pour des cas assez spécifiques qui sortent un petit peu le cadre de cette vidéo pour faire quelque chose d'abordable rapidement. Bah, écoute, c'est très clair. En tout cas, ça l'est pour moi. Donc, on va avancer maintenant sur la partie intégration, qui est la dernière partie que l'on va avoir à paramétrer.
Alors l'intégration ici, bah, finalement, on va pas paramétrer grand-chose, puisque par défaut, on pourrait s'interfacer avec une container registry, donc pour héberger des images Docker privées finalement. Donc, ça fera l'objet d'une prochaine session et on verra justement comment on raccorde l'identité du cluster pour qu'il puisse être authentifié sur cette registry, sur ce repo privé. Et sur la partie supervision, il faut savoir que par défaut, on a une solution de supervision native sur Azure qui va permettre d'aller dans le détail superviser les différents nœuds et ce qui se passe sur ces nœuds, notamment visualiser l'état de performance des services ou des pods qui s'exécutent. On l'active pas par défaut parce que le cluster aussi AKS pourrait être supervisé avec éventuellement d'autres solutions tierces. Donc on y reviendra sur une prochaine session. Et c'est la même chose pour l'instant pour les Azure Policy. On n'a pas souhaité pour le moment mettre ça en place au niveau sécurité. On va progressivement regarder justement comment on sécurise aussi le cluster AKS. Et donc une fois qu'on a fait ces différentes étapes, on peut arriver maintenant à la page donc de résumé hein, qui récapitule un petit peu tout le déploiement. Donc on va terminer la création en cliquant tout simplement sur le bouton Create. Donc rien de bien méchant ici, pour ceux qui sont habitués au portail. Il y en a, le déploiement a pris quelques minutes, hein, ça reste maintenant, c'est quand même assez rapide. Et puis, eh ben, une fois que c'est fait, on arrive ici sur la page donc d'accueil pour le management du cluster AKS, donc voilà, qui nous donne un résumé des informations à disposition. Bah, Mathieu, je crois qu'on arrive au terme de la session. Complètement, complètement. Eh ben, merci à toi déjà pour cette première vidéo sur la création voilà, d'un cluster AKS et toutes ces informations sur comment commencer à travailler sur ce sujet. Merci à toi pour toutes tes explications, Florent, et puis on se retrouve du coup très vite pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets autour de Kubernetes. Merci, à bientôt. Bonne journée!